Coucou, c'est Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé l'hiver paralysée par la peur. L'Ukraine, Poutine, Gaza, le Liban, Hanouna, Bardella, Trump et les groupes de néo-nazis qui sortent régulièrement du bois, honnêtement, ça commence à être difficile de ne pas céder au désespoir. Je sais que comme moi, vous êtes beaucoup à suffoquer face à l'actualité et à me partager votre impuissance. Dans ces moments-là, je trouve ça difficile de savoir quoi faire. Faut-il céder à la panique, se laisser aller à imaginer les scénarios les plus dystopiques, passer toutes ces journées à repartager les pires actus sur Instagram ou au contraire tout couper et faire semblant que le monde autour de nous n'existe pas. J'ai aussi essayé de faire plus de sport que d'habitude, de mieux dormir, de passer du temps en famille ou en forêt, de faire des masques à l'argile, de la cuisine, du bricolage, bref de m'appuyer sur toutes les ressources disponibles. Et puis je me suis rendue à l'évidence, si ces stratégies fonctionnent un peu, elles n'ont pas vraiment le pouvoir de me sortir de l'abattement politique qui m'habite depuis plusieurs mois. Pour avancer, j'ai décidé de me tourner vers 2 personnes très lucides sur l'actualité, mais aussi très déterminées. Des personnes dont l'engagement me fait du bien et me donne de la force. Elles sont mes invitées aujourd'hui, Mathilde Caillard et Sarah Durieux. Bienvenue dans Encore Heureux. Merci pour l'invitation. Bienvenue à vous deux, je suis hyper contente que vous soyez là et je mise tout sur vous pour sortir du désespoir, sans pression. Wow. Mathilde Caillard, les auditeuristes te connaissent peut-être davantage sous le pseudonyme MC Danse pour le climat. On a déjà vu des vidéos de toi dansant dans des manifestations notamment. Tu es passée par des ONG comme Alternatiba, Action Justice Climat aujourd'hui et Greenpeace France. Tu as été aussi collaboratrice parlementaire et tu te dis techno-activiste pour la justice sociale et climatique. Je veux bien que tu nous expliques en quoi ça consiste. Vaste sujet. En fait, tout est parti un peu de cette vidéo, mais c'était déjà un usage que je faisais de la danse, de l'art et de la culture dans mon engagement, parce que j'ai l'impression que c'est à la fois, ça permet de se ressourcer, de se donner de la force, et c'est une manière d'expression politique qui a toujours été utilisée. Et avec mon collectif Planète Boum Boum, on décide aussi d'emprunter à la culture techno parce qu'il y a une histoire militante très forte dans la culture techno qui est née dans les ghettos de populations afrodescendantes à Détroit aux États-Unis, ensuite reprise par les populations queer, notamment en Angleterre contre Margaret Thatcher. Et donc c'est une musique subversive qui a une histoire très forte et qui aujourd'hui parle à énormément de jeunes, qui me parle aussi beaucoup parce que j'adore aussi faire la fête. Et on utilise la musique techno, la culture techno pour porter nos messages. Alors je dois dire que moi j'écoute beaucoup les sons de Planète Boum Boum qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, pour le coup, j'avoue que c'est l'une des choses qui me garde un peu en forme quand je suis au bord du désespoir, comme ce que je vous racontais en intro. Sarah Durieux, d'ailleurs tu cites Planète Boum Boum dans ton livre. Tu es également activiste. Un temps tu as dirigé la plateforme change.org qui est en gros une plateforme de pétition très connue. Tu as publié en 2021 un livre qui s'appelle Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir aux éditions First que j'avais dévoré, je t'avoue. Et puis, tu viens de publier aux éditions Hors d'Atteinte un livre qui s'appelle Militer à tout prix, où tu te demandes en gros comment cesser de reproduire des logiques de domination dans nos collectifs et comment les rendre plus sains. Pourquoi ce livre ? Un peu comme toi, parce que j'étais un peu fatiguée et que moi j'ai perçu que ce qui avait amené mon épuisement militant, c'était pas uniquement ce qui se passait en dehors de nos espaces, mais aussi ce qui s'y passait vraiment à l'intérieur. Et que finalement l'actualité que tu as décrite, les difficultés qu'on rencontre à tenir le coup, on trouvait pas forcément toujours du réconfort ou toujours de la force dans nos collectifs. Alors ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas dans mon cas, j'ai perçu qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait changer, qu'on pouvait mettre en place pour faire de nos collectifs pas uniquement des machines à militer, mais peut-être des espaces où on pouvait se recharger, se retrouver de la force et puis aussi gagner, parce que c'est aussi mon objectif, comme à nous toutes. C'est quand même, au bout d'un moment, d'arriver à nos objectifs. Donc ma question, c'était comment est-ce qu'on gagne sans se faire du mal, ou plutôt comment est-ce qu'on gagne en se faisant du bien, quoi. Effectivement, j'ai l'impression que la question « comment est-ce qu'on gagne ?» c'est une question qui nous anime pas mal toutes les trois autour de cette table et on va y revenir bien sûr. Avant ça, j'aimerais bien vous demander comment vous vous êtes sentis ces derniers mois. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je disais en introduction ? Qu'est-ce qui vous a traversé ces derniers mois ? C'est vrai que la tentation de la sidération, elle est très puissante. Chaque matin, on se réveille avec des nouvelles outre-Atlantique qui sont toutes plus sidérantes les unes que les autres. Et la tentation, elle est grande de justement un peu se réfugier, donc soit se couper de l'actualité complètement et de se mettre en boule dans son lit, soit de se laisser justement envahir par cette angoisse. Et le problème, c'est que souvent l'angoisse, elle nous sidère et ça fait que derrière, on a du mal à se mettre en mouvement et on a du mal à construire du pouvoir de notre côté. Et donc moi, juste après l'investiture de Donald Trump, donc c'était 21 janvier, je crois,
C'était il y a 3 mois à peu près. Depuis c'est ça. Là, on est en avril 2025, je le dis pour les auditeuristes qui nous écouteraient plus tard. C'est ça. Du coup, j'étais au départ dans ce truc justement de sidération et à pas réussir à me mettre en mouvement et à juste scroller et lire les nouvelles toutes plus terrifiantes les unes que les autres, et à vouloir aussi remettre tout en question, tout ce que je faisais en fait dans mes activités engagées. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on continue, nous, à construire du pouvoir, il faut qu'on continue à s'organiser, il faut qu'on continue à essayer de grappiller quelques victoires et s'appuyer sur des victoires concrètes pour ensuite s'appuyer sur elles pour rameuter plus de monde, convaincre les gens, leur redonner de l'espoir dans les cœurs et continuer à s'engager. Donc là, je suis combative aujourd'hui, mais ça a été dur. Ça ? Ouais, pareil, une période particulièrement compliquée. Et moi, ce qui est marrant, c'est que vraiment l'écriture du livre, elle a suivi mon cheminement d'épuisement, quoi. J'ai commencé à écrire en 2022. Et déjà, à l'époque, le monde n'allait pas hyper bien, mais plus ça allait, plus j'écrivais, plus c'était difficile, plus il y avait des nouvelles qui nous touchaient, qui nous faisaient du mal. Moi, personnellement, la période, on va dire 2023-2024, avec ce qui se passe à Gaza, mais aussi avec tout ce que j'ai vu dans nos collectifs, que je trouve personnellement de plus en plus difficile à vivre, de plus en plus violent, ça a été hyper dur parce que, ce que je dis dans le livre aussi, j'ai pensé y trouver du réconfort par rapport à mes inquiétudes et en fait, je n'ai pas forcément trouvé ça. Donc, bizarrement, en fait, moi, c'est presque comme si j'avais fait un focus sur ce qui se passait dans nos collectifs et abstraction de ce qui se passait en dehors, parce que je pense que je suis foncièrement optimiste. Enfin, moi, je considère que, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent mal, je ne vais pas nier la réalité, mais je vois aussi le pouvoir qu'on détient, je vois tout ce qu'on met en place et j'ai la chance aussi d'être en contact avec des gens qui sont dans des pays dans lesquels l'autoritarisme est déjà en place et je vois qu'ils arrivent à continuer à résister, à continuer à mettre des choses en place. Et c'est vrai que cet espoir, je le garde quand même assez profondément ancré, je dois reconnaître. Je peux avoir mes moments de scrolling aussi, comme toi Mathilde, où genre je déprime, mais assez bizarrement, je suis persuadée qu'en fait, c'est qu'un passage, quoi. Et donc pour moi, le mal-être, c'était plus ne pas trouver le réconfort que je voulais trouver dans ces collectifs auxquels j'appartenais. Je trouve ça hyper important ce que tu dis quand tu racontes que tu es en contact avec des gens dans d'autres pays qui, en fait, malgré un contexte politique peut-être encore plus dur que le nôtre, arrivent à faire des choses. Parce que j'ai l'impression, en tout cas à titre personnel, que ce qui est le plus difficile, c'est le sentiment d'impuissance. Et quand on a un lien, ne serait-ce qu'un lien avec des gens qui sont capables d'agir sur le terrain, même si c'est dur, parfois ça nous fait comprendre que concrètement, il y a des moyens d'action, il y a des leviers, c'est pas facile, mais c'est possible de faire quelque chose. Je me mets à la place de gens qui nous écouteraient et qui, je sais pas, travaillent dans le secteur médical, dans l'éducation, enfin peu importe, et qui en fait n'ont pas forcément énormément de temps dans leur vie pour lutter ou tout simplement pour s'intéresser aux gens qui luttent et se rendre compte qu'en fait on n'est pas totalement démunis. Complètement. Ça me donne envie de rebondir, mais tu parlais des médecins. En fait, il faut savoir qu'en Suède, quand il y a une loi qui a été votée par un gouvernement d'extrême droite qui imposait aux fonctionnaires en première ligne, donc notamment les médecins, de dénoncer si jamais ils étaient en contact de populations, notamment d'enfants dont les parents étaient en situation illégale, d'un point de vue administratif, ils ont décidé tout simplement de désobéir et de ne pas appliquer cette loi. Et donc parfois, en fait, juste en n'acceptant pas l'innommable ou ce qu'on estime être, pas ce qu'on estime être, mais du fascisme, quoi, on est déjà en train de poser un acte de résistance. Et on peut le faire aussi dans son secteur professionnel, au jour le jour, au quotidien, dans nos modes de vie, quoi. On parle de ce qui se passe aujourd'hui, on dit on est particulièrement désespéré, c'est difficile, mais tu le rappelais tout à l'heure, Sarah, c'est pas comme si le monde allait super bien il y a 2 ans. Pour vous, qu'est-ce qui fait que là, vraiment, on est plongé dans le désespoir, alors qu'il y a 2 ans, c'était pas forcément le cas, ou en tout cas pas pour tout le monde, et ça me fait penser à l'essayiste Douce Dibondo qui rappelle très justement et qui s'adresse notamment aux personnes blanches en disant, là, en fait, ce qui se passe, c'est que la montée du fascisme fait que vous, personnes blanches, vous allez la subir, mais en fait, il y a plein de gens qui le subissent déjà depuis des années et qui sont déjà catastrophés par ce qui se passe. Pour vous, c'est quoi la différence entre aujourd'hui et il y a 2 ans, par exemple ? Je pense que la différence, c'est ce que certains appellent la stratégie du choc, c'est-à-dire qu'il y a la réalité politique. Il y a aussi des milliers de gens qui sont morts. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a vu en direct sur nos téléphones et qui nous ont... Enfin, je pense spécifiquement à la question de Gaza. Donc, mais je crois aussi que cette stratégie du choc, telle que la propose Trump, c'est celle qui nous fait ne parler que de ça. Et je pense que la différence pour moi entre il y a 2 ans et maintenant, c'est aussi ça. C'est-à-dire cette permanence de la discussion
autour de ces choses horribles qui se passent. Et moi, je pense que ça fait partie, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent des chercheurs et des personnes spécialisées sur ces sujets, que ça fait partie du playbook, comme disent les Américains, de la méthodologie des autoritaires. C'est en fait d'enchaîner des déclarations, des décisions plus choquantes les unes que les autres pour pousser les gens dans une forme de repli, de retrait et aussi de peur, comme tu le disais, Mathilde, tout à l'heure. Donc je pense que c'est ça qui a changé et je pense qu'on ne peut pas nier le fait que les États-Unis sont quand même un pays central dans la discussion politique internationale et forcément, même si ça se passe déjà en Hongrie depuis très très longtemps ou en Slovénie, pour donner cet exemple d'un plus petit pays où on a des leaders autoritaires qui font des déclarations du même type depuis un certain temps, ça nous marque plus parce que ça vient des États-Unis, parce que c'est un pays qui est central dans la discussion géopolitique et même si c'est injuste et même si c'est aussi parfois un petit peu surjoué, c'est une réalité. Donc moi, par rapport à ce que tu disais, Mathilde, aussi sur la manière dont on peut résister, moi j'aime bien utiliser une phrase de Mariame Kaba, qui est une militante américaine, qui explique qu'en fait, il faut avoir la patience de 1000 ans et l'urgence du moment. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle nous dit que finalement, l'arc de la justice dans l'histoire de l'humanité, il est très, 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 très long. Donc en fait, on n'a que des avancées, des retraits, des avancées, des retraits. Et j'ai l'impression que même si ça nous touche au quotidien et même si on se sent en danger au quotidien, garder l'idée qu'un jour, en fait, l'arc de la justice va retrouver son chemin et qu'on peut y arriver, je pense que c'est important. Donc, elle dit ça, mais elle dit aussi l'urgence du moment, c'est-à-dire ne pas être dans le déni, comprendre qu'on a besoin de s'organiser, mais aussi garder espoir qu'en fait, on a déjà dans le passé, on a déjà dans l'histoire réussi à renverser la vapeur sur plein de sujets et qu'encore une fois, on le fera. Et je sais que moi, c'est ce qui m'aide à tenir personnellement et c'est aussi ce qui peut permettre de se dire qu'en fait, on peut s'organiser. Comme tu le disais, Mathilde, c'est pas une question de subir uniquement cette actualité, c'est aussi une question de la faire. Peut-être on en reparlera aussi de notre manière de... Moi, j'ai un peu des questionnements sur le fait qu'on parle déjà de résister dans un pays comme la France, alors qu'on peut aussi continuer à construire, c'est-à-dire qu'on n'a pas un espace démocratique qui est encore complètement fermé. Et donc, j'aime bien l'idée de se dire, en fait, on a encore beaucoup à faire, on a beaucoup à construire, on a beaucoup à gagner, plus que préparons-nous à rentrer dans des bunkers, quoi, si je schématise. Tu parles de la stratégie du choc. Il y a une autre expression que je trouve très parlante, qui est une expression de Steve Bannon, donc ancien conseiller de Trump, qui dit inonder la zone. Donc c'est-à-dire en gros nous faire suffoquer avec des actus toutes plus terribles les unes que les autres. Et c'est vrai que quand on se rend compte de ce que ça nous fait, c'est-à-dire qu'en fait ça nous plonge à la fois dans de la peur mais aussi de la colère, beaucoup. Enfin en fait c'est beaucoup des réactions de colère. Enfin il suffit d'ouvrir son téléphone et de voir des choses qui sont tellement affreuses que en fait on se retrouve comme suffoqué par notre propre colère, ce qui est une réaction normale et en fait une réaction de survie tout à fait légitime. Et à la fois toutes ces émotions, on va dire négatives, elles peuvent être aussi, alors elles peuvent nous donner envie de nous battre, de manifester, etc. Mais elles peuvent aussi nous détruire complètement. Vous, qu'est-ce que vous faites face à ces émotions de colère, par exemple ? Moi, je pense que les émotions, c'est ce que tu dis, c'est ce qui met en mouvement. C'est même la racine latine movere, ce qui émeut, ce qui met en mouvement. Donc, on peut s'appuyer dessus. C'est des super vecteurs d'engagement. Moi, dans mon activité de créatrice de contenu engagée, enfin activiste avant tout, mais du coup, ça passe beaucoup en ligne et sur la création de contenu. Je réfléchis toujours à comment je fais en sorte qu'à la fin de ma publication, les personnes qui l'ont lu ont plus de pouvoir qu'au début. Et donc mon but, c'est pas de juste générer des émotions tout azimut aux gens qui vont juste les déprimer ou alors leur faire peur, mais leur donner concrètement des clés, des moyens pour agir et pour s'organiser derrière. Et même s'ils n'ont pas la force, eux, d'aller au bout du process et de faire le truc que je vais dire en slide 5, au moins ils savent qu'il y a une solution qui existe, ou en tout cas on peut faire quelque chose. Et c'est rassurant de se dire, là, si j'ai pas le temps parce que je suis en train de scroller entre mon café et ma réunion, au moins, il y a un truc à faire, il y a sans doute plein de gens qui le font. Et c'est vrai que quand on regarde ton contenu, à la fois tu dis les termes et tu parles des vrais sujets, et à la fois c'est vrai qu'on n'a pas envie de mourir à la fin de tes publications. Il y a toujours quelque chose d'un peu empouvoirant, comme on dit. Est-ce que ça, c'est parfois quelque chose qu'on a pu te reprocher, le fait de parfois... C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire, oh là là, elle a presque une vision trop positive de la catastrophe qui s'en vient. Ouais, complètement. On a pu me reprocher une naïveté, mais qu'on imagine, quoi, qui est illusoire, parce que je suis pas du tout naïve. En fait, je dirais même pas que je suis positive. En fait, je suis ni négative ni positive, parce que je pense que les deux postures peuvent être dangereuses, parce que dans les deux cas, on n'agit pas. Si on se dit dans tous les cas c'est foutu, ou si on se dit dans tous les cas ça va aller, en fait, on n'a pas envie d'agir, parce qu'on se dit, en fait, le destin est déjà joué. Moi, je me sens pas ni l'un ni l'autre, je me sens lucide. Donc oui, la situation, elle fait peur, elle est dramatique, il y a plein de choses qui sont très graves qui se passent, etc. En revanche, je suis combative et j'ai de l'espoir.
Mais l'espoir, il est là parce qu'il y a des gens qui s'engagent. Donc si jamais on s'engageait pas, il y aurait pas d'espoir. Donc ça veut dire que ça me met en mouvement, quoi. C'est obligé de m'activer. Et ensuite sur les critiques sur ma naïveté, bon ça c'est aussi des critiques qui sont régulièrement portées, contre les femmes, quoi, parce que on a l'impression que j'approche avec de la légèreté, etc. Mais en fait, je préfère, déjà c'est pas du tout le cas. J'ai pas du tout une approche légère des sujets. C'est juste, je réfléchis à comment je vais générer des émotions qui vont permettre aux gens de s'engager. En fait, c'est vraiment du pragmatisme et de l'efficacité. Si jamais on m'avait prouvé que faire peur aux gens, les terroriser ou leur dire qu'ils étaient absolument nuls et qu'il fallait qu'ils se réforment complètement sinon rien n'allait changer, je ferais ça, mais ça fonctionne pas, ou en tout cas j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Mais par contre, si quelqu'un m'apporte une solution toute prête qui fonctionne, moi je suis prête à la faire, quoi. Moi je veux juste qu'on gagne, en fait, c'est mon objectif. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, et je trouve auquel tu participes, c'est une espèce de fierté à porter les combats qu'on porte. Ça passe par maîtriser une certaine esthétique sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, Alors ça suffit pas évidemment, mais il n'empêche que je pense à des créateurs de contenu sur Twitch aussi, par exemple, qui est donc, pour les auditeurs qui connaîtraient pas, une plateforme de streaming en ligne qui était d'abord une plateforme de jeux vidéo et aujourd'hui qui est très très investie par la gauche et par des militants de gauche. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du cool, qui, il me semble, donne un petit peu plus envie qu'avant. Enfin, moi, pour vous dire, quand j'avais 20 ans, j'étais pas du tout politisée. Et en fait, l'esthétique de gauche, elle me saoulait parce que, je trouvais ça... il y a un truc qui marchait pas, pour moi. Peut-être à tort, bien sûr, mais voilà. Et aujourd'hui, je vois, par exemple, mon petit frère qui a 20 ans et qui est très, très touché par ces contenus-là, le fait de se réapproprier, d'assumer que, en fait, nos idées, elles sont cool, on en est fiers. Il y a une sorte de fierté que je trouve chouette. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important, le fait de se réapproprier ça ? Sur l'esthétique, je pense que Mathilde aura plus de trucs à dire. Moi, je suis pas une créative, mais je vais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que je pense que c'est aussi une réappropriation générationnelle. Tu vois, tu parles des réseaux sociaux, etc. Et moi, c'est assez marrant parce que je suis aussi militante des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai commencé à militer assez tard. Et en fait, je me suis aussi beaucoup politisée via les réseaux sociaux, compris pas mal de questions, etc. Et du coup, je pense que c'est aussi une question générationnelle et la capacité à faire nous-mêmes nos objets politiques, à faire nous-mêmes nos messages politiques, ça a ouvert aussi pas mal de perspectives et c'est la beauté d'Internet qui nous a permis aussi de réimaginer et aussi de désintermédier. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait s'engager politiquement, il fallait, comme tu dis, adhérer à une association, à un parti politique, etc. Et donc là, se réapproprier ces espaces sans intermédiation d'une organisation, ça nous permet aussi d'avoir les codes qu'on a envie d'avoir. Et je pense que c'est hyper cool de pouvoir faire ça. Et je pense aussi que ça peut permettre de toucher d'autres personnes qui ne sont pas encore forcément dans ce délire-là. Et moi, j'ai été à la fête de Planète Boom Boom la dernière fois. Et en fait, j'ai carrément vu comment ça permet de politiser des gens qui sont pas du tout politisés. Et je donne un exemple concret. Je suis sortie de la salle et il y avait des gens qui étaient pas venus spécifiquement pour la soirée, mais qui étaient là dans l'espace de fête et qui m'ont dit « Ah, ça a l'air trop bien, c'est quoi ?» et tout. Donc, on a pu engager une conversation, expliquer ce que c'était, l'objectif, etc. Donc, je pense que c'est ça, cette réappropriation de nos codes, de nos esthétiques. C'est bien sûr une question de fierté, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi faire entrer le militantisme dans le quotidien et dans nos vies. Ouais, sur cette question de l'esthétique, de recréer du désir aussi... pour porter haut les valeurs du progressisme, je pense le constat, c'est aussi de se dire, en fait, face à nous, on a des adversaires qui sont prêts, et qui le font d'ailleurs, à dépenser des milliards pour nous vendre un modèle qui détruit nos conditions de vie, crée des inégalités entre les vies humaines, crée de la hiérarchie entre les vies humaines, enfin, juste un modèle qui, quand on le regarde vraiment, n'est absolument pas plaisant et désirable. Mais en revanche, ils ont vraiment beaucoup d'argent pour nous faire croire que ça l'est. Et pour nous créer des envies un peu illusoires, quoi. Et du coup, nous, on a aussi un enjeu en tant que militantes progressistes de justement recréer du désir aussi autour du modèle que l'on défend et des valeurs que l'on défend qui sont des valeurs humanistes, des valeurs de solidarité, des valeurs de lien qu'on crée les uns avec les autres, des valeurs d'égalité, enfin des choses qui en vrai donnent envie. Enfin moi c'est vraiment le monde dans lequel je veux vivre et c'est pas du tout une posture, c'est vraiment l'élan. Enfin c'est comme ça que j'en ai vu tous les jours et tu disais que les espaces militants c'est pas juste, on fait pas juste le voir comme une machine à objectifs politiques mais comme un espace de vie. Et c'est aussi pour ça qu'ils doivent être sains, qu'on doit se sentir bien à l'intérieur et etc. Mais c'est aussi des espaces du coup qu'on doit
doit rendre désirable, et ça passe beaucoup aussi par l'esthétique, enfin ou en tout cas par comment on veut les faire vivre, quoi. Et ensuite, oui, il y a aussi ce côté un peu justement cool kid et tout, parce que c'est des choses qui fonctionnent, qu'on a un peu envie d'être, et du coup, si nous on arrive à les réinsuffler dans les messages qu'on porte, ben forcément ça crée de l'envie, du désir et l'envie de nous rejoindre, quoi. Oui, à la fois je comprends que ça puisse être aussi exaspérant pour certaines personnes, ce côté cool kid, parce que je pense que ça nous ramène tous et toutes au trauma aussi de pas forcément avoir été les cool kids du lycée, enfin pour ma part en tout cas. Moi non plus, j'étais pas la cool kid du lycée. Donc il y a peut-être un peu une revanche aussi d'être les cool kids de quelque chose. Donc voilà, enfin c'est pour nuancer aussi et dire que je sais que ça peut être critiqué aussi, ce truc-là de vouloir se réapproprier une esthétique, mais il me semble que comme tu le dis, en face on a un modèle de désirabilité qui est délétère pour les écosystèmes, pour les gens, et donc c'est peut-être chouette de creuser ce truc-là. Il y a autre chose que vous partagez, c'est que vous avez contribué à remporter ces dernières années des batailles politiques. Je pense par exemple à l'inscription de l'IVG dans la Constitution pour toi, Sarah, et Mathilde, tu as participé par exemple à la taxe Zuckman, il me semble, ou à la loi sur les PFAS. Je pense qu'on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'en fait des batailles, on continue à en gagner quand même? C'est marrant que tu parles de l'IVG parce qu'en fait, tu me disais tout à l'heure qu'est-ce qui allait mieux il y a 2 ans, et il se trouve que la bataille pour l'IVG, on l'a commencé en 2022. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que parfois, les victoires, elles mettent du temps à arriver. Et je pense que ça, c'est un peu le truc qu'on a tendance à oublier. Et c'est un peu aussi un des effets néfastes des réseaux sociaux, je tiens à le dire. C'est qu'on pense qu'en gros, on met une pétition en ligne, on gagne et c'est terminé. En fait, le travail d'activiste, ça prend du temps, ça nécessite de la méthode, de la stratégie. Des fois, on perd, des fois, on gagne à moitié. Et ça, c'est aussi un truc dont on peut parler, notre tendance au maximalisme, à vouloir tout de suite tout gagner et ne pas réussir à se réjouir des petites batailles qu'on remporte. Donc, je pense que pour moi, le cœur de notre travail, c'est de se dire qu'on est toujours en process, qu'on est toujours dans le travail de gagner des victoires, plus de victoires. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on réapprenne, et c'est un des sujets que j'ai envie de traiter, qu'on réapprenne comment on mesure nos victoires, comment on mesure notre impact. Moi, j'avais accompagné la pétition de Priscilla Ludowski qui avait été lancée sur change.org à l'époque où j'y travaillais. Qui est une gilet jaune très connue, en fait. Qui est une gilet jaune très connue. Et cette pétition, il y avait eu plus d'1 million de signatures, donc elle avait été aussi assez importante dans le mouvement gilet jaune. Et c'est vrai que moi, je suis assez triste quand j'entends des gens répéter que les gilets jaunes, c'était super, mais ça n'a rien fait. En fait, c'est pas vrai. Objectivement, il y a eu des réglementations qui ont été changées. Justement, l'augmentation du prix de l'essence a été stoppée. Il y a eu quand même si ça a été un échec ensuite, le grand débat national. Ça a permis aussi un rapprochement entre le mouvement climat et le mouvement pour la justice sociale. Donc, en fait, il faut aussi qu'on apprenne à se dire que nos victoires, parfois, elles sont pas exactement notre demande, mais elles vont permettre des choses. Et on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que nos actions militantes, elles créent de liens entre les gens, qu'est-ce qu'elles créent de solidarité, de sortie de l'isolement, qu'est-ce qu'elles créent de sentiment de pouvoir d'agir aussi, d'autonomie politique, de savoir-faire politique. Moi, je suis la première à chercher l'efficacité et je vais dire, dans le camp des réformistes qui essayent de faire passer des lois, qui essayent de faire passer des changements concrets. Mais malgré tout, je pense qu'on doit reconnaître l'importance des étapes intermédiaires qui nous font gagner des choses. Et dans des périodes fascistes, justement, le lien entre les gens, leur solidarité, leur capacité à faire ensemble, c'est aussi important que les victoires qu'on peut remporter dans les urnes. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne remporte pas des victoires dans les urnes s'il n'y a pas de lien entre les gens. 100% d'accord. Et pour rebondir sur ces victoires intermédiaires, pendant les manifs contre la réforme des retraites, voilà, pareil, on a beaucoup dit, on n'a rien gagné, on s'est mobilisé pour rien. Alors déjà, imaginons s'ils nous avaient fait passer cette réforme et qu'en plus, on s'était pas du tout mobilisé. Enfin, c'est aussi horrible de se dire on accepte de perdre des droits sans aller dans la rue. Donc au moins on a le panache de jusqu'au bout se battre, quand même essayer, quoi. Et aussi ça a permis, comme tu le disais, Sarah, de recréer des liens entre les gens. Et notamment on a beaucoup parlé de la mobilisation dans les villes de sous-préfecture, appelées comme telles. Les villes moyennes. Les villes moyennes, ouais, c'est ça. Et suite aux mobilisations contre la réforme des retraites, il y a eu pendant l'été, qui a été beaucoup moins couvert médiatiquement, mais qui a eu un vrai impact au niveau local, une série de mobilisations dans ces villes moyennes, justement, et même dans des villes à moindre habitants, de moins de 10 000 habitants, de gens contre la fermeture de certains services de santé, mais avec des manifestations, monstres, quoi. Une ville comme Langres de 7 000 habitants, il y avait 5 000 personnes dans la rue, tous les magasins, tous les commerces fermés. Donc vraiment des choses très importantes. Et en discutant avec les syndicats derrière, ils nous expliquaient qu'en fait, ce qui leur avait permis de se fédérer ensemble et de créer ces mouvements massifs, c'était
toutes les manifs contre les réformes des retraites qui ont ponctué l'automne, qui leur ont permis de créer des liens intersyndicaux, mais aussi avec différentes associations, et ensuite d'avoir une vraie force de frappe derrière pour des luttes plus locales sur ces questions de services publics et d'accès aux soins. Donc en fait, c'est aussi parfois... c'est comme les gens qui vont en manif en pensant que... Enfin, ils sont déçus si jamais dire mais ça va servir à rien d'aller en manif. De toute façon, moi je suis allée à cette manif et derrière on a quand même eu la réforme des retraites. Oui, mais en fait, les manifs c'est aussi des lieux de politisation et une porte d'entrée dans l'engagement pour plein de gens. Alors elles sont de plus en plus violentes à cause du mode de maintien de l'ordre qui est juste une sorte de maintien du désordre, quoi, enfin d'organisation du désordre par la police. Donc il y a des gens, ça va leur faire peur et ils vont pas forcément oser y aller. Mais les manifs, c'est quand même vraiment des formidables portes d'entrée de politisation et d'engagement politique. Moi, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande dans une manif, quoi. Donc, c'est moi une réforme individuelle et c'est pas comme ça que je vais trouver une solution au réchauffement climatique. Mais en tout cas, c'est quand même aussi des moments où voilà, on se politise, on crée du lien, on rencontre des gens, on retrouve de l'espoir. Et donc, toutes ces étapes au sein d'une lutte, pour gagner une victoire, en fait, on ne sait pas si c'est signer la pétition, si c'est avoir coordonné plein de bénévoles pour envoyer des mails à des députés, si c'est être allé à cette manif, si c'est cette action de blocage qui amènera à la victoire. Mais en fait, chacune participe de cranter des choses, de créer du lien, de donner cette impulsion, quoi. Et ce que tu disais sur l'importance des liens aussi, en fait, le système néolibéral, il prospère aussi sur le fait d'atomiser les liens entre les individus. Et on sait aussi que l'isolement, c'est un énorme facteur de voter pour l'extrême droite. Et d'ailleurs, on le voit, tous nos systèmes de solidarité dont on a hérité en France de l'après-Seconde Guerre mondiale sont en train de se déliter. J'étais il y a 1 mois avec les associations qui travaillent sur le sans-abrisme et sur les questions de logement et de mise à l'abri. Elles nous expliquaient que la situation est tellement dramatique qu'ils viennent de porter plainte contre l'État qui ne respecte pas sa loi en fait en matière de mise à l'abri des personnes et de logement. Et donc tous ces systèmes de solidarité sont en train de se déliter sous nos yeux et donc recréer du lien entre les uns et les unes, recréer du lien humain et ces systèmes de solidarité, c'est aussi s'organiser pour lutter contre ce délitement, quoi. Dans les moments politiques qui nous ont donné de la force, je trouve, dans ces 2 dernières années, il y a évidemment la victoire du nouveau Front populaire aux législatives, donc en juin 2024, qui n'a pas donné lieu à ce qu'on ait un Premier ministre à gauche, mais il n'empêche que je trouve que pour le coup, ça a été un grand moment de politisation où des gens, et notamment des jeunes, mais pas que, pour la première fois, sont sortis dans la rue, ont fait du porte-à-porte, ont fait entendre leur voix. Moi, ça m'a donné énormément d'espoir et je trouve que, un peu comme ce que vous disiez, on a tendance à oublier que ça c'était il y a même pas 1 an et c'est miraculeux ce qui s'est passé en juin quand on y pense. Et justement, je voulais réagir à ça pendant que tu parlais, Mathilde, et il y a aussi ce truc d'auto-sabotage un peu, je trouve, dans nos collectifs, c'est-à-dire que en fait, si on prend l'exemple du Front National, ça fait quand même 20 ans qu'ils perdent. Objectivement, si on regarde le truc de cette manière-là, ça fait 20 ans qu'ils perdent les élections présidentielles. À chaque fois que le Front National perd un scrutin, ils se réjouissent de leur progression, ils se réjouissent de leur victoire, ils se réjouissent de ce qu'ils ont réussi à obtenir, etc. Et donc, les mots veulent dire des choses et les mots produisent des résultats politiques. Et donc, parfois, pas toujours, mais notre incapacité à s'afficher comme en posture de force, à s'afficher comme gagnant, à s'afficher comme ayant fait des progrès, ça peut aussi créer des résultats politiques de désengagement, de fatigue, etc. Moi, par exemple, après les législatives, j'étais hyper frustrée de lire, notamment sur les réseaux sociaux, plein de commentaires qui disaient « Ah bah, c'est ce qu'on va dire aux gens, c'était bien la peine qu'ils aillent taper aux portes, maintenant on n'a pas un ministre de gauche. » En fait, c'est la production de ce discours qui crée la réaction aussi de désespoir, alors qu'un discours différent qui dit « Mais c'est génial ce qu'on a fait, la prochaine fois, on ira jusqu'au bout et on aura la majorité absolue et ça sera incroyable et on sait qu'on peut le faire parce qu'on l'a fait une fois », je pense que c'est hyper important. Et je crois qu'il y a une forme de cynisme aussi parfois dans le militantisme dont il faut qu'on se détache. Et pour moi, on peut avoir tendance à vouloir prouver notre radicalité politique par notre cynisme. Et je trouve que c'est justement un manque de radicalité politique de ne pas assumer une véritable utopie de ce qu'on
est, de ce qu'on a fait et puis aussi de ce qu'on pourra faire dans le futur. Donc ça fait partie pour moi de comment on est encore heureux. C'est d'arriver vraiment à se dire, en fait, il y a de la valeur dans ce qu'on dit, il y a de l'importance, il y a des résultats dans ce qu'on dit, et donc pensons à nos mots et pensons aux mots qui nous permettent de nous renforcer. Je me suis rendu compte de cette incapacité parfois à ressentir de la joie vis-à-vis d'une victoire politique. Pas plus tard qu'hier, quand Marine Le Pen a été condamnée par la justice et qu'on a réalisé qu'elle ne pourrait pas se présenter en 2027, ce qui est quand même une bonne nouvelle qui certes a un revers de la médaille, qui est que Jordan Bardella pourra sans doute se présenter. Enfin bon voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Il n'empêche que pour moi, ça reste quand même une victoire politique, ou en tout cas un truc qui fait plaisir, qui va changer la donne à certains endroits. Et je me suis rendu compte, j'ai eu l'info et 8 heures plus tard, je n'avais toujours pas ressenti un minimum de joie et d'espoir vis-à-vis de cette info, et je me suis dit mais en fait tu te laisses détruire par des actualités, mais quand il y a des micro bonnes nouvelles, tu ne prends pas le temps de ressentir de la joie. Ouais, complètement. Trop intéressant sur cette question de où est la vraie radicalité. Et je pense que la vraie radicalité, c'est pas de faire un sprint pseudo-radical de 5 minutes, mais c'est peut-être d'avoir lutté toute sa vie pour une cause et un jour voir récolter les fruits de cet engagement qui dure une vie, quoi. Et de pas relâcher, enfin de justement engager sur le long cours et pas se laisser abattre par le fait que parfois on a l'impression de subir des reculs ou quoi, mais de rester chaque jour, remonter ses manches, j'allais dire mettre ses gants, pas du tout, remonter ses manches, s'habiller et y retourner, quoi. C'est peut-être ça la vraie radicalité. Il y a une phrase, Mathilde, que tu as pas mal répétée ces derniers temps, une sorte de leitmotiv qui m'a fait du bien aussi, c'est l'activisme fonctionne. Et tu l'as dit notamment suite aux victoires qui ont été remportées sur la taxe Zucman et la loi sur l'EPIFAS. Je veux bien que tu nous en dises un mot et que tu nous expliques en quoi l'activisme fonctionne. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a aussi le cadrage médiatique qui invisibilise le travail de tout un chacun devant son téléphone quand on relaye la pétition ou quand on participe de ces victoires politiques. De penser, par exemple, même pour la loi qui autorise l'avortement, on va dire la loi Simone Veil. Alors certes, elle a mené une bataille politique hyper importante à une époque où déjà être une femme politique c'était compliqué, mais alors porter ce sujet, ça l'était encore plus. Mais en fait, ça invisibilise aussi tout le travail de toutes les militantes, par exemple du MLAC, des médecins, des sages-femmes, toutes les femmes qui se sont formées à l'avortement aussi non médical, enfin pas faites par des experts et des médecins, et qui ont mené cette bataille pendant des années et des années. Et du coup, quand je dis que l'activisme fonctionne, c'est ça, c'est pour réencapaciter les gens et les faire sentir que eux aussi, ils ont participé à cette victoire. Pour reprendre par exemple la loi pour interdire les polluants éternels, ou en tout cas une partie des polluants éternels en France. C'est ce que j'appelais l'EPIFAS il y a un instant, juste pour faire le lien. C'est une loi historique, on est un des pays au monde qui a la loi la plus avancée sur le sujet, alors que c'est un scandale sanitaire massif. Et en fait, elle a été permise. Alors évidemment, en bout de chaîne, il y a ce député qui a fait cette proposition de loi, son équipe aussi autour de lui, qui ont travaillé le sujet, et puis tous les députés qui l'ont évidemment voté. Mais en fait, il y a aussi le travail de toutes les personnes qui en ont parlé, qui ont signé des pétitions, qui en ont parlé à leurs proches. Toutes ces actions fait qu'au début, le sujet, il émerge sur les réseaux sociaux, porté par des activistes, et aussi en direct, quoi, dans des espaces où justement, en tant qu'activiste, on n'est pas comptable de qu'est-ce que les médias traditionnels veulent bien traiter comme sujet, parce qu'on peut être les propres émetteurs des sujets dont on veut parler. Ça devient tellement énorme que les médias traditionnels s'en saisissent, ils en font un sujet, ça devient un sujet politique, et comme tout sujet politique, eh bien nos élus se sentent scrutés et sont obligés de s'en saisir et de lui adresser une solution politique, ou en tout cas d'en parler. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à mettre des sujets à l'agenda et à obtenir des victoires. Mais du coup, c'est l'activisme qui est bien à la base de ces victoires-là, quoi. Et il faut pas l'oublier, et c'est comme ça aussi qu'on redonne envie aux gens de s'engager et qu'on leur fait croire en leur propre pouvoir. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante qu'on doit faire quand on est activiste, c'est de faire sentir aux gens qu'ils ont du pouvoir et qu'il faut qu'ils l'exercent, ou en tout cas qu'ils peuvent l'exercer. Et en plus sans se faire du mal. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous raconter la lutte pour la taxe Zucman pour qu'on comprenne finalement un autre exemple de bonne pratique qui donne lieu à des résultats? Ouais, du coup, la taxe Zucman, qu'est-ce que c'est? Enfin, en gros, c'est une taxe sur les plus grandes fortunes. En gros, c'est d'imposer un impôt plancher de 2% sur les foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et cette taxe, elle permet de gagner, je crois, 20 milliards, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est ça, 20 milliards par an. Donc c'est énorme. 20 milliards par an, c'est la moitié de ce qu'il faudrait investir pour l'écologie par an selon le rapport Pisani-Ferry. Donc déjà, en fait, ça nous permettrait d'avoir la moitié de sécuriser la moitié de ce budget écolo. Enfin, en plus, cette mesure, elle est plébiscitée par la population. 87% des Français sont d'accord pour imposer plus fortement
les grandes fortunes. Donc en fait, on a un soutien populaire massif, on a une proposition de loi toute faite qui nous permet en plus de renflouer la caisse, et aussi c'est des niveaux de richesse tellement importants que ça correspond à rien de matériel. Je veux dire, eux, leur niveau de richesse, quand on leur enlève 1 million ou pas, quand t'as 100 millions, en fait, tu le vois même pas sur ton mode de vie. Leur mode de vie n'est pas impacté, quoi. Et le mode de vie de la collectivité, il sera grandement impacté, au contraire. Donc, c'est vraiment des mesures importantes. Et du coup, le travail, là, ça a été vraiment de mener aussi plutôt au niveau de la bataille culturelle, en fait, de démonter tous les arguments qui nous sont opposés. Si on taxe les ultra-riches, ils vont partir de France. Les ultra-riches sont déjà taxés. Les riches payent déjà trop d'impôts. La France, c'est le pays où les riches sont le plus taxés au monde. Enfin bref, toutes ces fadaises, tous ces mensonges qui sont faux, quoi. Eh bien, ça a été un travail de justement s'y opposer. Il y a aussi tout un travail de l'ombre, d'aller contacter des journalistes, des gens qu'on connaît pour qu'ils traitent le sujet. Un travail d'organisation de la société civile. Il y a aussi des assos qui se sont organisés pour faire des mails tout faits, pour que les gens envoient massivement des mails aux députés pour qu'ils sentent justement ce regard de la population, de l'opinion publique qui les scrute. Et en fait, de sentir que c'était juste pas possible pour eux de voter contre une loi qui était tellement attendue. Et d'ailleurs, ça a fonctionné parce qu'au moment du vote de la loi, une partie des députés du centre, enfin de la majorité présidentielle, sont sortis de l'hémicycle pour pas avoir à voter contre cette loi. Donc ils ont préféré s'abstenir et que sur le relevé ensuite officiel du vote, il n'y ait pas leur vote contre, mais qu'il y ait juste abstention, parce que pas présence dans l'hémicycle. Et donc tout ça, c'est grâce à un travail de concert des activistes, des assos, et des élus aussi, quand même. Ce que tu dis, c'est extrêmement encourageant. Et par exemple, récemment, je discutais avec l'une de mes voisines je lui disais, mais envoyez des mails à vos députés. Je sais plus exactement sur quel sujet c'était. Elle me disait, mais ça sert à rien, ils les lisent pas. Et vraiment, j'insiste pour le dire, les députés lisent vos emails. Et peut-être pas tous, mais en fait, si 4000 personnes envoient des emails, l'effet, il est immédiat sur les députés. Ça, je trouve ça vraiment important parce que quand on n'est pas un tout petit peu proche d'une façon ou d'une autre du pouvoir, on peut avoir l'impression que ça sert à rien et qu'on est personne et qu'en fait nos actions individuelles, elles ne serviront jamais. Et je crois que c'est important de dire que vraiment ce n'est pas le cas, quoi. Et de comprendre en fait comment le pouvoir fonctionne. Et je pense que tu le montres bien dans cet exemple que tu citais. Je crois que notre premier espoir, il vient du fait que en fait, on a quand même un système politique qui aujourd'hui n'est pas toujours 100% fonctionnel, mais on a quand même une représentation politique, et comprendre comment le pouvoir s'exerce, et moi c'est ce que j'explique du coup plutôt dans le premier bouquin, de se dire à chaque fois, qu'est-ce que j'ai que les responsables politiques veulent ? Qu'est-ce que je détiens qu'une entreprise multinationale veut ? Dans le cadre d'une entreprise multinationale, elle veut que j'achète ses produits. Donc si je lui enlève ce besoin, là je peux avoir un impact. Dans le cas d'un élu, si c'est bientôt les élections, cet élu veut mon vote. Donc je peux lui enlever. Donc je pense qu'il y a la compréhension des institutions, savoir comment les lois sont votées, mais aussi considérer, puisque tu le disais, son propre pouvoir. Qu'est-ce que nous, on détient ? Quel est le capital qu'on détient, qui n'est pas forcément un capital financier d'ailleurs, qu'on peut utiliser pour exercer du pouvoir. Et en fait, on réalise, je pense qu'il y a beaucoup un discours en ce moment, en particulier de rareté. Il n'y a pas assez, il n'y aura pas assez. Les multimilliardaires de l'extrême droite sont en train d'arroser tout le monde, c'est vrai. Mais objectivement, on est extrêmement nombreux. On détient un pouvoir extrêmement important, finalement, quand on s'unit. Et je pense que tu l'as montré dans les exemples que tu citais. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on a et qu'on ne réalise pas toujours, c'est un savoir-faire. Et tu disais envoyer un mail, ça fait partie du savoir-faire. Il y a des gens qui savent dessiner. On a aujourd'hui plein d'autrices de BD qui sont hyper puissantes, qui permettent de vulgariser plein de sujets. On a des gens qui savent chanter, on a des gens qui font des podcasts, on a des gens qui savent, faire du porte-à-porte, etc. Donc, réaliser en fait l'abondance de nos ressources, je pense que ça fait aussi partie du travail qu'on peut faire pour se redonner de l'espoir et aussi pour être beaucoup plus créatif dans nos campagnes et pour gagner plus facilement. Et ce que tu disais, je trouve que c'est un très bon exemple, cette espèce de triptyque politique, chercheur, influenceur, créateur, pour le dire comme ça, fonctionne très très bien parce que justement on met en commun des ressources pour prendre ou donner aux personnes qu'on essaye d'influencer ce qu'elles veulent, quoi. Alors, dans ton livre, Sarah, dans ton nouveau livre, qui s'appelle « Militer à tout prix », tu identifies le fait que parmi les obstacles qui pourraient pousser certaines personnes à s'engager avec les compétences qui sont les leurs, les primo-activistes, donc on pourrait les appeler comme ça, il y a une culture un peu toxique dans les espaces militants, sans doute pas partout, mais voilà. Et donc, tu identifies plusieurs dynamiques toxiques. Je veux bien que tu nous expliques, en gros, pour toi, quels sont les grands problèmes. Oui. Alors, en fait,
je pense qu'il faut partir peut-être de la genèse de ce livre. Moi, je travaillais chez Change.org, qui était une plateforme de pétition en ligne, une entreprise, certes, Bicorp, mais restant une entreprise de la Silicon Valley, et qui avait une approche finalement qui s'inspirait beaucoup de la culture capitaliste, plus de pétitions, plus de signatures, plus gros, plus grand, plus fort, plus transactionnel aussi. Qu'est-ce que tu entends par transactionnel ? Transactionnel, c'est-à-dire se poser plus la question de ce qu'on peut obtenir des gens plutôt que de ce qu'on leur permet de développer. Et du coup, cette culture-là, j'ai commencé à la questionner aussi, pas uniquement chez Change.org, mais dans nos collectifs militants, en me disant finalement, qu'est-ce qu'on emprunte à la culture capitaliste ? Et puis en tirant le fil, je me dis mais est-ce que ça emprunte pas aussi à la culture patriarcale ? On va avoir une approche très hiérarchique de nos organisations militantes avec des gens qui vont nous sauver, souvent des hommes. Et puis est-ce que emprunte pas aussi à la culture de la suprématie blanche, notamment quand on est dans une approche extrêmement productiviste où finalement on va surexploiter des gens qui sont en général plus précaires dans nos espaces militants. Donc toutes ces questions, je commençais à les avoir en fait en écrivant le livre. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ces questions d'organisation collective, finalement, elles venaient rendre encore plus saillant nos fragilités individuelles. Je prends un exemple. Moi, je suis quelqu'un de polytraumatisée pour plein de raisons. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en elle, qui a du mal à trouver ma place, c'est une question qui est sans arrêt dans ma tête. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je prends trop de place ? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là ? Est-ce que je devrais être là ? Etc., etc. Et aussi, est-ce que je suis légitime ? Quand on arrive dans des espaces militants où on reproduit finalement une espèce de hiérarchie sociale, une hiérarchie de domination qui est directement héritée en fait de ces modèles que j'ai cités, finalement on renforce chez les gens ce besoin de trouver leur place, ce besoin de trouver de l'espace, et donc on peut presque renforcer une approche un peu extractiviste, un peu prédatrice dans ces espaces militants. Donc ça peut arriver par exemple que quand on a l'impression de ne pas avoir sa place, on va arriver dans un espace militant, on va essayer d'en prendre le plus possible pour pouvoir aussi finalement soigner ce qu'on ressent soi-même, de sentiments d'isolement, de sentiments de ne pas être légitime. Et ça, c'est très vrai pour des gens qui sont extrêmement discriminés, extrêmement traumatisés, etc. Donc ma question, c'était vraiment de faire le lien entre le systémique et l'individuel et de se dire finalement, qu'est-ce qu'on prend de la culture capitaliste, patriarcale, de suprématie blanche, qui renforce nos fragilités individuelles et qui nous fait aussi agir du coup dans nos collectifs en prédation et donc renforcer encore cette culture-là. Donc concrètement, pour donner un peu des exemples, moi l'idée de ce livre, comme pour le premier, c'était vraiment d'être très pratique et de se dire voilà, c'est quoi les symptômes de cette culture-là. Premier symptôme, on en a un peu parlé, c'est la culture de l'hégémonie et de l'échelle. On a un vrai problème dans le militantisme, c'est qu'on croit que ce qui est valable, c'est forcément ce qui est plus grand, plus gros, plus massif. La première association de, la première organisation de, celle qui a le plus de membres, celle qui est la plus visible sur les réseaux sociaux, qui a le plus de followers. La réalité, c'est que ce qu'on voit et ce qu'on a décrit beaucoup là dans les échanges qu'on a eus, c'est que finalement la force de nos mouvements, c'est leur multiplicité. C'est le fait qu'ils soient décentralisés, c'est le fait qu'il y a en fait une coordination d'une multitude de petites organisations qui vont au plus près du terrain rencontrer les gens là où ils sont. Donc ça, c'est une première question. Mais je vais peut-être donner un deuxième exemple qui me semble assez important, puisqu'on en a parlé, c'est la question de la transaction. Et je pense que c'est beaucoup le sujet qu'on a abordé. Donc, dans un modèle capitaliste, on s'intéresse à la transaction, quoi. De l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, et pas forcément à la relation. Donc on va être, comme tu le disais tout à l'heure, dans une espèce de recherche de désolidariser les gens, de leur faire se sentir seuls pour pouvoir en extraire le plus possible par le biais de la consommation, par exemple. Et bien dans les mouvements militants, je pense qu'il peut y avoir ce même genre d'approche où on va être plus intéressé par ce qu'on peut obtenir des gens qui militent. Faisons-les signer des pétitions, faisons-les manifester, faisons-les distribuer des tracts, et pas vraiment par qu'est-ce qu'on fait pour que les gens développent leur propre pouvoir d'agir, leur propre autonomie politique, et aussi, comme tu le disais, retrouvent du soin, retrouvent du lien. Donc, pour moi, je trouve que c'est limitant de se dire que le bien-être dans les espaces militants va venir, comme tu le disais tout à l'heure, de se faire un petit masque ou d'être sympa les uns avec les autres. Et je voulais vraiment questionner en fait nos modes d'organisation, nos modes de militantisme qui sont purement structurels, qui sont purement organisationnels et qui renforcent en fait ces dominations et du coup qui sont excluants pour les groupes
pour les gens qui veulent rentrer dans nos groupes militants. Il y a une expression que tu utilises notamment sur les réseaux sociaux, on partagera dans les sources une publication dans laquelle tu l'emploies, c'est résister aux fascistes en nous-mêmes. Et ça, j'ai vraiment aimé, et je trouve que notamment pour la question qui nous occupe, il y a ce truc de se demander, en fait, on est tous les produits d'un système et on a tous parfois des réflexes qui, en fait, participent à une sorte d'organisation fasciste. Tu parles, par exemple, tu donnes comme conseil de comprendre plutôt que juger, d'être curieux des autres, d'aller au-delà du préjugé. Enfin voilà, plein de choses. J'inviterai les auditeuristes à aller creuser et peut-être se demander quand est-ce que je me comporte au fond comme un fasciste, ce qui arrive y compris à gauche. Et tu encourages aussi Sarah à faire quelque chose que je trouve vraiment important, et tu vas me dire ce que t'en penses Mathilde, qui est en fait de passer plus de temps à raconter le monde que l'on voudrait construire plutôt qu'à réagir constamment à ce qui nous va pas. Mais complètement, et c'est ce qui s'est passé quand il y a eu 2 victoires politiques coup sur coup. Je crois que c'était un mois après l'investiture de Donald Trump. Enfin, en tout cas, on était dans un moment de grande tension, de nouvelles à chaque fois plus sidérantes les unes que les autres. Et je crois que ça a commencé surtout avec un post de Camille Etienne qui a tellement circulé, je crois que vraiment des millions et des millions de vues sur ce post, qui était justement plusieurs slides qui expliquaient, mais en fait là... arrêtons de courir comme des poulets sans tête, arrêtons de juste réagir à toutes ces nouvelles qui nous viennent outre-Atlantique et qui sont terrorisantes, même si effectivement un des hommes les plus puissants du monde qui fait un salut nazi devant une foule, c'est effectivement terrorisant. Mais là, on va se concentrer, on a 10 jours pour obtenir potentiellement 2 victoires qui pourraient changer la vie des gens ici, concrètement, qui pourraient nous redonner du souffle, de l'élan, de la force, de l'espoir. Et donc, on s'organise, on se met tous et toutes derrière cet objectif de ces 2 victoires politiques qui arrivent parce qu'il y a la niche parlementaire écolo. Donc, en gros, pendant une journée, c'est le groupe écologiste à l'Assemblée qui peut définir l'ordre du jour. Et donc, il y a ces 2 lois qui arrivent en tête, quoi. Donc, les PIFA, c'est la taxe du pain dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, pour interdire les polluants éternels, et la loi pour taxer de 2% les hauts patrimoines. Et on va s'organiser et se mettre derrière. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Énormément de gens, mais des centaines et des centaines de gens repartageaient, en parlaient à leurs proches. Moi, je recevais plein de messages privés qui me disaient « Aujourd'hui, j'ai eu un débat avec mon oncle sur la loi pour la taxe Zuckman ». Et en fait, ça veut dire aussi que ça devient un sujet que les gens se réapproprient. Ce que tu disais, le but, c'est pas juste je signe une pétition de manière complètement désincarnée, puis après, je vais aller travailler comme d'hab. Non, c'est aussi d'en parler, de montrer aussi auprès de ses proches, qui peut-être que ton oncle, c'est un rédac-chef d'un grand journal, on sait pas. Mais en fait, voilà, c'est comment aussi la société se saisit de ces sujets et se les réapproprie comme étant leur propre sujet. Et donc là, on a changé de posture, on n'était plus dans une posture uniquement réactive qui peut être sidérante, mais de construire du pouvoir et obtenir concrètement des victoires sur lesquelles ensuite on va se réappuyer plus tard pour en gagner d'autres, quoi. Pour terminer, je voudrais citer une militante états-unienne qui s'appelle Adrienne Maree Brown, que tu cites d'ailleurs, Sarah, dans ton livre, qui écrit dans un livre qui s'appelle Emergence Strategy, qui est sorti en 2017. Plein de choses intéressantes, mais notamment qui rappelle que le changement est constant. Et je crois que c'est vraiment important que nous, on le garde en tête. Moi, c'est quelque chose à titre personnel qui me donne espoir, qui est qu'en fait, il y a plein d'exemples historiques où politiquement, ça avait l'air désespéré et en fait, boum, il se passe quelque chose et par une sorte d'effet papillon, en fait, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent et notre société change sur certains points. Donc voilà, je voudrais juste vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous, au fond, vous croyez à ça? Vous disiez que vous étiez optimiste tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui, boum, peuvent changer d'un coup? Absolument. En fait, je pense que notre travail d'activiste, c'est de créer les conditions du changement. Et je pense que créer les conditions du changement, c'est pas forcément toujours être focalisé uniquement sur le résultat final, mais qu'est-ce qu'on crée de possibilités de changement. Et c'est pour ça que j'adore aussi le travail de cette autrice. Un truc que je voudrais ajouter là-dessus, sur le monde qu'on veut versus le monde qu'on combat, tout ce qu'on répète, tout ce qu'on dit, ne pas vouloir, on lui donne du temps d'antenne. Et ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense que c'est important en ce moment. Notre capacité à faire émerger des changements, c'est aussi notre capacité à ne pas répéter le narratif de notre opposition, mais plutôt à proposer le nôtre. Donc, je donne un petit tips concret. Quand vous réfléchissez à une publication Instagram ou quand vous parlez à une personne, posez-vous la question si vous pouvez éviter d'utiliser une négation. Non, il n'y a pas de grand remplacement, par exemple. Peut-être qu'on n'a pas besoin de dire ça. Peut-être qu'on peut tout simplement dire autre chose. On n'a pas besoin de répéter le narratif de l'opposition pour lui donner encore plus de force, encore plus de temps d'antenne. Et je pense que ça fait partie, pour moi, des manières d'imaginer le futur, c'est de commencer par nos mots. Et je trouve qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Et parfois, l'action politique, c'est vraiment les mots qu'on utilise, les postures qu'on a. Et aussi par rapport à la référence que tu faisais sur le fascisme en nous-mêmes, je pense vraiment se poser la question de comment on utilise nos mots, de leur donner de l'importance,
de comprendre ce qu'ils portent, c'est très, très, très fondamental. Et pour moi, ça fait partie aussi de notre outil le plus puissant de changement. Je vais le dire au féminin, mais ne pas juste être des commentatrices du contexte politique, parce qu'en plus, on n'est pas au pouvoir. Donc, si on commente, ça veut dire qu'on commente ce que font nos adversaires, mais plutôt des actrices du changement. Et le changement, il commence ici et maintenant. Mathilde Caher et Sarah Durieux, merci beaucoup pour vos conseils et ça m'a donné pas mal d'énergie. Ça aura cet effet, j'espère, sur d'autres personnes. Chers auditeuristes, on se retrouve sur Instagram @EncoreHeureux-podcast et sur Binge Audio, binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. À bientôt.